Bonjour à tous. Bonjour, c'est bon, vous entendez? C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est tout bon, parfait. Alors, c'est bon, c'est parti. Donc, moi, je vais vous présenter comment notre cheminement d'utilisation d'Architect et comment on en est arrivé à utiliser Architect pour la conception de nos enclenchements, donc en ligne ferroviaire. Donc, on fait une rapide introduction, voir aussi voilà le cheminement qui nous a poussé d'abord à utiliser Architect en outil d'aide au développement, puis en conception du modèle objet, ce qui rapproche de la présentation précédente. Et enfin, comment on utilise Architect aujourd'hui à la conception logicielle de nos enclenchements. Donc, pour faire un rapide historique, on fait de l'enclenchement ferroviaire et on avait un historique assez issu des schémas à relais. Et aussi, on était lié plus ou moins à la SNCF qui faisait la conception et on prenait en charge on prenait cette conception et on l'implémentait et on la paramétrait. Aujourd'hui, on fait toujours de l'enclenchement ferroviaire, mais on a une approche plus système et logiciel. Et aussi, on est lié à des marchés à l'export ou sur le marché intérieur qui nous imposent une conception et une production documentaire à destination à la fois de nos équipes, mais aussi à la fois de nos clients. Donc notre premier pas avec Architect, ça a été un outil d'aide au développement. En 2012, il s'appliquait au projet Esther. Donc le projet Esther était un projet suédois qui était un projet complexe. De mémoire, il y a à peu près 300 fonctions et plusieurs milliers d'entrées, de sorties et de flux. Donc c'était une spécification qui était complexe. C'était une conception encore papier, c'est-à-dire que les documents étaient produits, des documents écrits à la main. Et c'était aussi un projet soumis à des évolutions permanentes, ce qui a apporté un développement d'une application qui était assez complexe, pour lequel on a rapidement, au bout des années, eu des difficultés à trouver les liens fonctionnels entre les fonctions. On pouvait aussi avoir une compression altérée du modèle quand les équipes changeaient et une difficulté à trouver les impacts pour les nouveaux développements. Architect étant utilisé au CBTC, on a commencé à se pencher sur Architect pour essayer de modéliser notre développement et faire du reverse engineering avec Architect. Donc, on a remodélisé l'intégralité de nos fonctions sous Architect pour les présenter sous la forme de fonctions et sous la forme de flux, ce qu'on voit sur l'image à côté, qui nous a permis de visualiser les liens entre les fonctions, mais aussi utiliser Architect pour nos nouveaux développements et voir comment intégrer nos nouvelles fonctionnalités et connaître les impacts de ces nouveaux développements et comment les insérer au mieux. Ça met pour nous un développement qui est facilité, mais aussi et surtout l'identification des problèmes de flux, c'est-à-dire qu'on a pu constater des flux entre fonctions qui bouclaient, des flux qui n'arrivaient pas forcément aux bons endroits ou qui étaient en l'air, c'est-à-dire qui n'étaient raccrochés à rien. Donc ça, c'était notre première utilisation d'Architect, une vue fonctionnelle pour l'aide au développement. Dans un deuxième temps, c'est arrivé plus tard, en 2018, sur le projet LGV Paris-Lyon. Donc là, ça rejoint la présentation précédente. L'enclenchement ferroviaire, ce sont des opérateurs génériques qui sont instanciés, c'est-à-dire qui évoluent en fonction de la topologie du site, ce qui nous impose l'utilisation d'un modèle objet qui va définir les différents objets, qui soient les objets à la voie ou les objets virtuels. Donc, les objets à la voie comme des aiguilles ou les objets virtuels, les itinéraires. Pour ça, nous avons des outils. Donc avant, on faisait une définition du modèle directement dans nos outils, ce qui ne permettait pas de visualiser l'intégralité du modèle, ni de connaître les différentes interactions entre les différents objets, leurs relations, leurs attributs aisément. Donc on avait envisagé deux axes. D'abord, le formalisme UML, SysML, une option qui a été abandonnée car la boîte, c'est une boîte à outils qui s'avère assez complexe, surtout très grande.
très large dans les applications qu'on avait besoin, peu flexible et pas très adaptable à nos besoins. C'est-à-dire pour les générations documentaires, pour les générations au formalisme de nos outils, c'était pas disponible. Donc on s'est de nouveau tourné vers Architect pour modéliser ce modèle objet de signalisation et au travers de scripts de génération générer les formalismes attendus par nos outils. Ce qu'on voit ici, donc on a établi une conception objet sous Architect avec les différents objets, leurs différentes interactions, leurs différents... On a prévu un petit souci de son. pour nous orienter vers la conception logicielle. Nicolas, ça avait coupé quelques instants, je m'excuse. Est-ce que vous pourriez peut-être juste répéter ce que vous avez dit sur la slide d'avant? Sur la slide 8, désolé. Oui, merci. Architect en conception donc du modèle objet avec la visualisation graphique qui permet de constater les interactions des différents objets du modèle et leurs attributs. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir au-dessus, qui facilite grandement les reprises et aussi la capitalisation entre les différentes équipes et quand les équipes changent. Et à la fois aussi la génération du modèle objet au format de nos outils pour permettre l'intégration rapide et éviter d'avoir à redévelopper la même chose dans nos outils. C'est bon? Oui, donc, merci. Désolé. Donc, fort des deux expériences qui sont à la fois la vue fonctionnelle et ce développement de modèles objets, on a voulu pousser plus loin et aller sur la conception logicielle, toujours pour essayer de capitaliser et puis de rendre la conception plus aisée. Donc, en travaillant avec Architect, on en est arrivé à 4 vues de conception. Donc voilà, une 4 vues de conception pour l'application de signalisation. On retrouve la vue fonctionnelle d'Esther qui nous permet de définir les fonctions et les flux entre elles. La vue du modèle objet qui a été développé pour LGV Paris-Lyon. Et se sont rajoutées 2 autres vues. La vue composant logiciel qui permet de regrouper les fonctions en composants logiciels et de les dispatcher dans les différents objets du modèle objet, ainsi que la vue qui permet de paramétrer ces composants en modélisant des requêtes pour permettre de définir les règles d'instanciation, les règles d'utilisation des différents flux, la règle aussi d'ordonnancement. Donc cette vue de composants logiciels va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la conception en regroupant les fonctions en fonction de leur utilisation, des besoins que l'on a, mais aussi de décrire précisément les ports de chaque composant logiciel en décrivant les règles, en décrivant leur mode d'utilisation, aussi en décrivant les sorties, en déterminant leur type, etc., etc. Donc, au travers de vues graphiques, au travers de vues aussi de champs texte à remplir. La description du paramétrage du composant va nous permettre d'apporter une couche supplémentaire en décrivant quelque part des variables qui vont indiquer comment utiliser les différents flux, comment utiliser les différentes fonctions au sein des composants. Donc vraiment de configurer le composant en fonction de la topologie qui est présente pour un poste donné. Donc on retrouve les modèles de requêtes qui ont pu être développés dans la présentation précédente. Ces composants logiciels plus les objets de signalisation qui vont être, et plus le paramétrage des composants logiciels va nous permettre via Architect de générer de la documentation automatiquement, qui sera la document d'architecture détaillé par composant. Et ce document d'architecture va pouvoir être envoyé aux équipes de développement, à la fois aux équipes de validation, mais aussi aux clients.
Donc on arrive à une utilisation assez aboutie qui va être utilisée notamment sur le projet d'Algérie, en faisant à la fois du rétro-engineering. Donc l'architecte va être capable de récupérer les développements qui ont déjà été faits de précédents projets, d'intégrer ça dans vue fonctionnelle et composant et aussi le modèle objet, et va nous permettre après de continuer la conception en intégrant les nouvelles fonctionnalités que dont le projet a besoin. Donc on arrive à quelque chose, à un logiciel de conception qui nous permet, nous, de ne plus concevoir les enclenchements ferroviaires uniquement sur base de fonctions et sur un ancrage assez relais, mais vraiment de se tourner vers l'avenir en composant le logiciel et développer ça de manière beaucoup plus intégrée. Si vous avez des questions. Parfait, merci beaucoup Nicolas. Alors effectivement, on a quelques questions. Donc une première de la part de Monsieur Le Floch. Pourquoi ne pas avoir profilé, customisé UML 6ML pour vos besoins? Parce que customiser et profiler le UML 6ML, moi j'en étais pas capable déjà. On n'a pas les équipes pour. En utilisant Architect, on a des personnes qui étaient là pour nous accompagner et pour faire ces développements et et customiser leur application. Donc ça nous a permis. On avait déjà une base avec les développements fonctionnels, donc on a continué avec eux. Vu qu'ils cernaient bien nos besoins et nos demandes, on a continué avec eux. Ça a limité nos développements aussi. Hein. Très bien, merci. Alors, j'aurais une autre question. Elle sera peut-être adressée également à Samuel. Peut-on modéliser des comportements et exécuter, simuler des modèles comportementaux, machine à état? C'est une bonne question. J'imagine qu'elle serait plus pour Samuel. Je pense qu'on pourrait. Hein. Je pense qu'on pourrait. Aujourd'hui, on va décrire le comportement de la fonction de manière textuelle. C'est ce que j'essayais de montrer dans la présentation. C'est quelque chose qu'on va décrire de manière vraiment textuelle, le fonctionnement de la fonction, pour que les équipes de développement puissent eux avancer sur comment ils vont produire une machine à état, par exemple. Mais on peut peut-être mettre une surcouche pour. Je ne sais pas si on peut revenir à la présentation de la requête. Si. Oui. En fait, on s'est aperçu qu'on pouvait utiliser ce type de diagramme de séquence pour décrire des opérations comme des requêtes. C'est-à-dire que les flux ici, il faut les voir dans un sens ensembliste, et signal, area transition, etc., il faut les voir comme des ensembles. Donc en fait, vous avez une sollicitation, et puis vous arrivez dans l'ensemble des signaux qui correspondent au premier flux d'entrée. Et puis vous regardez l'image de cet ensemble par la relation signal-exit-signal. Donc vous avez un ensemble d'area transition dans la colonne 2. Et puis vous faites la fonction inverse signal-entrant-signal pour retrouver un ensemble de signaux, par exemple ici. Et puis vous refaites route smart signal point à l'envers en inversé pour trouver un ensemble de routes. Vous mettez des contraintes sur certains attributs et c'est comme ça que vous obtenez le résultat de votre requête. Donc là, par exemple, c'est un exemple où un diagramme qui sert d'habitude à faire du comportement temporel nous sert en fait à décrire un comportement entre guillemets ensembliste. Donc, vous pouvez modéliser des machines à état, vous pouvez modéliser des diagrammes de séquence. Par contre, on n'a absolument pas l'objectif de faire de la simulation. Pour nous, l'outil qui permet de faire de la simulation dans tous les contextes, c'est-à-dire faire des automates, faire de la régulation, du contrôle-commande et tous les types de fonctions qu'on peut rencontrer, c'est MATLAB Simulink. Et on n'est pas du tout positionné en concurrence avec MATLAB Simulink. Et notre logique, c'est plutôt d'exporter vers ce type d'environnement pour aller vers l'implémentation.
Très bien, merci pour cette réponse très complète. On va avoir quelques questions encore, on va essayer de les prendre rapidement pour respecter le timing. Donc, bonjour, pourriez-vous me dire si la base de données Architect est hébergée par vous-même, Hitachi ou par CAI? Alors aujourd'hui, elle est hébergée encore par CAI parce qu'on était encore en phase de développement, mais à terme, elle sera normalement hébergée par Hitachi. Parfait, très bien. Une autre question. Alors, avez-vous une modélisation qui explicite des variantes et des options dans une configuration type, les configurations de maintenance, notion de part et des configurations déployées, instances? Alors, elle est un peu longue. Dites-moi s'il faut que je répète. Alors, les variantes... alors nous, ce sont des fonctions qui s'instancient en fonction de... Alors je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais nous, les fonctions, elles s'instancient en fonction de paramètres et en fonction des conditions de la topologie. Donc, des variantes, de facto, on a différentes fonctions en fonction de la topologie. Un feu de telle sorte n'aura pas forcément les mêmes fonctionnalités qu'un feu d'autre sorte. Donc ces particularités sont explicitées au niveau de la conception fonctionnelle et de la conception des composants qui vont dire, bah voilà, telle fonction ne sera utilisée que pour telle sorte de signaux ou pour telle sorte d'aiguille ou pour telle sorte d'objet en fonction de telle condition. Et ça va plus loin, c'est-à-dire que pour une fonction, tel port d'entrée, tel composant, pour tel port d'entrée de la fonction, il n'est utilisé que pour telle ou telle condition. Et ça, c'est la paramétrisation, c'est le paramétrage du composant, c'est ces requêtes qu'on va créer qui vont nous donner nos conditions d'utilisation de la fonction, nos conditions d'utilisation des ports, mais aussi comment on utilise les différents flux des différentes fonctions. Alors j'espère que je réponds à la question. Très bien, merci beaucoup Nicolas. On va prendre une autre question. Alors, comment prouvez-vous que toutes les fonctions sont connectées les unes aux autres, à la main ou par l'outil? Normalement, l'outil est capable de nous dire si il y a des flux qui ne sont pas, qui restent en l'air. C'est d'ailleurs ce qui a été utilisé sur Esther, qui nous a permis de voir qu'il y avait des flux qui partaient vers rien ou des fonctions qui attendaient des flux inexistants. Donc normalement, l'outil est capable de nous dire que des flux ne servent à rien ou ne proviennent de rien. D'ailleurs, dans la vue graphique, c'est assez clair et assez simple. Il y a des superbes points d'interrogation qui nous disent que le flux est inconnu. En plus des scripts après de contrôle qui sont lancés lors de la vérification. Mais déjà, dans la vue graphique, on a une idée que le flux ne sert à rien ou ne provient de nulle part. Très bien, parfait, merci. Allez, on va prendre la dernière question avant de passer à la présentation suivante. Donc, est-ce que à terme, vous prévoyez une utilisation directe du modèle d'archi par les équipes métiers, dev et de validation, sans passer par la génération documentaire? Oui, ce serait bien. C'est-à-dire que l'objet serait à la fois la génération documentaire, parce qu'elle est nécessaire et parce qu'elle est demandée, mais à la fois que les équipes validation et les équipes de développement puissent aller eux-mêmes dans le modèle et comprendre le modèle sans qu'on ait à générer, sans passer forcément que par la doc. Parfait, très bien. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation et pour ces réponses.